Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des sens. Dans un premier temps, je vais notamment parler de la partie générique et notamment, il y a bon nombre de choses qui ont été progressées et actualisées à ce jour. Par exemple, non, il n'y a pas que 5 sens qui sont existants à ce jour, il y en a 2 autres qui se sont rajoutés à la liste de manière officielle et par le côté de la science. Une fois qu'on aura fini cette partie générique, eh bien vous allez vous rendre compte par vous-même qu'il va y avoir un impact sur le côté paranormal, notamment ça va expliquer pas mal de choses du côté des clairsens, clairaudiences potentiellement pour ceux qui ont cette hypothèse-là. Mais plus loin que ça encore, vous allez vous rendre compte que de partir en paranormal, eh bien, il y a quelques informations complémentaires à savoir, notamment pour éviter de vous faire avoir par les caméras, etc. Et enfin, pour terminer, je vous ferai en vidéo un petit bonus sur lequel je vais pouvoir vous proposer un test que vous allez pouvoir faire par vous-même et qui va vous permettre de cette manière de déterminer quels sont vos sens forts, vos sens faibles et ainsi comment vous percevez le monde autour de vous. Pour commencer, déjà, c'est quoi un sens? Pour cela, je vais déjà reprendre quelque chose d'une de mes vidéos précédentes où je parlais notamment du fait qu'un événement, lorsqu'il n'est pas perçu, eh bien, l'événement ne peut ne pas exister. Il y a une expression anglaise où on dit concrètement qu'on ne voit pas un arbre tomber naturellement, soit l'arbre est debout, soit il est couché sur la route, mais c'est très rare de voir un arbre tomber naturellement par usure. En même temps que je vous ai expliqué ça, je vous ai montré notamment cette image exactement, et là pour les sens notamment, on va se focaliser sur la barre blanche qui est présente entre l'événement, donc l'image, et la personne qui interprète. On est vraiment sur le côté comment on récupère des informations depuis notre extérieur. Cela arrive du coup à une définition de sens, le fait de pouvoir récupérer des informations de l'extérieur par ce que l'on appelle un canal sensoriel. Le fait de donner une image de canal sur lequel on peut recevoir des informations par un biais, en réalité Aristote déjà se posait déjà pas mal de questions à ce sujet-là, et il a fait déjà un bon jet, c'est-à-dire qu'il a déjà proposé 5 sens dès le début. Donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Et là concrètement remarquez que c'était par le biais de ces 5 moyens sur lesquels on arrivait facilement à percevoir notre environnement et surtout à détecter les moindres changements qu'il peut y avoir. Par exemple, une couleur qui passe devant nos yeux. J'ouvre une parenthèse notamment pour le monde de la thérapie où vous avez potentiellement pu voir le terme VACOG. C'est concrètement les 5 sens d'Aristote, donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. C'est juste que ce sont par des adjectifs. À ce jour, cependant, il y a 2 autres sens qui ont été démontrés par le côté de la science. Donc le sens que l'on appelle vestibulaire, c'est un terme un peu barbare, mais concrètement la perception de la gravité. Et le deuxième sens qui a été prouvé, c'est la proprioception, c'est le fait de déterminer où sont les positions de mes membres et des parties de mon corps dans l'espace, sans même que j'ai à le voir. Ces 2 sens-là ont bien été étudiés et aujourd'hui prouvés, notamment parce qu'on envoyait des hommes dans l'espace et que par conséquent, on s'est vite rendu compte qu'il y avait ces 2 sens-là à gérer. C'est pour ça que les astronautes ont d'abord une formation assez chargée sur le fait de ressentir ces différences de gravité par rapport à eux-mêmes. Et je ne vais pas en vouloir à Aristote parce que lui de son côté, il était resté sur Terre, donc les changements de perception de gravité, ça se fait pas comme ça sur Terre ou même en prenant de l'altitude. Enfin, très légèrement en prenant de l'altitude, mais pas à un stade où nous on le ressent en tout cas. D'un point de vue actuel, concrètement, ce sont ces 7 sens-là qui ont été du coup bien creusés, bien démontrés sans aucun souci. Par contre, au niveau de la recherche, eh bien on se pose encore la question de si on a d'autres sens qui sont présents dans notre corps. Pourquoi la recherche se pose encore des questions sur d'autres sens? C'est parce que on ne connaît pas trop nos capteurs. On a des capteurs physiques, certes. Le capteur en question peut capter plusieurs informations, plusieurs choses que l'on peut considérer sur plusieurs sens. Pour vous illustrer ça avec un exemple concret, prenons la thermoception, donc le fait de ressentir la température. Il y a quand même une unanimité sur le fait de dire que lorsque l'on touche quelque chose qui est chaud ou qui est froid, on va le ressentir par le biais du toucher. Et d'où le fait où certains ont pu avoir le mauvais réflexe de toucher une casserole chaude pour savoir si elle était chaude ou pas. Mais en rester à là serait incomplet. Par exemple, les capteurs physiques qui permettent de ressentir le côté extérieur de nous, donc au niveau de la peau, au niveau du toucher, est différent des capteurs que l'on a à l'intérieur de nous pour s'auto-réguler au niveau de la température et faire en sorte que l'on est toujours dans les alentours de 37 degrés. En plus de ça, il reste encore quelques cas un peu tordus sur lesquels on se pose des questions. Exemple concret, vous vous posez dans une pièce climatisée, vous regardez à travers la fenêtre une route en plein été et vous constatez le reflet qui est présent au niveau du goudron pour la température qu'il fait à l'extérieur en vous disant oui effectivement il fait chaud. Pourtant vous n'avez pas ressenti la température, vous l'avez vu la température. En prenant des exemples de ce type, vous comprenez concrètement qu'en réalité la limite des sens n'est pas encore bien définie et notamment qu'est-ce que l'on vient capter exactement, c'est pas encore clair à ce jour. Et en lien avec tout ça, il y a notamment des hypothèses, des croyances qui sont en lien surtout avec le côté paranormal et surtout pour le côté des médiums où quelques questions se posent sur quels sont leurs
extrasens, quels sont leurs sens complémentaires. Pour vous prendre un autre cas de sens, on va parler d'électroception, donc le fait de détecter un champ électrique autour de nous. Ce sens existe bien, mais chez les animaux. Notamment, on peut prendre un exemple concret avec certaines espèces de poissons qui arrivent à avoir un dialogue à distance par le biais de champs électriques. À ce jour, du côté de l'humain, il n'y a rien concrètement de prouvé sur le fait qu'on puisse détecter un champ électrique. Par contre, on a déjà réussi à trouver quelques cas de situation où on peut sentir un champ électrique, mais de manière indirecte, c'est-à-dire par le biais d'un autre sens ou par un moyen un peu tordu. Pour illustrer ça, par exemple, vous prenez un ballon en baudruche, vous le frottez dans votre tête et vous le laissez contre votre peau ou quelque part sur votre corps. Et vous avez probablement déjà testé ça et vu que le ballon du coup restait immobile sur vous. Par ce biais-là, vous voyez que ce ballon ne bouge pas et que vous savez derrière par vos connaissances qu'il y a un champ électrostatique qui est présent entre les deux et qui permet du coup de maintenir ce ballon. Donc vous avez bien détecté un champ électrique là par votre vue et par un biais indirect. Un autre exemple encore, si ce ballon en baudruche, vous le gardez légèrement à distance, vous voyez que vos poils du coup viennent se coller au niveau du ballon et indirectement, par le toucher, par le biais de vos poils, vous pouvez du coup détecter un champ électrique. Mais tout ça, ce sont des manières indirectes par le biais de d'autres sens. À ce jour, le fait de détecter directement un champ électrique, eh bien, on recherche encore un peu. Parlons maintenant de la magnétoception, c'est-à-dire le fait de détecter un champ magnétique autour de soi. En réalité, ce sens existe aussi, mais toujours chez les animaux. Il y a notamment des oiseaux qui peuvent ressentir le nord magnétique pour pouvoir faire leur migration et faire des kilomètres et se retrouver à chaque fois au même endroit. D'un point de vue humain, concrètement, il n'y a rien de prouvé de ce côté-là, et même j'ai envie de dire qu'il n'y a pas beaucoup de recherche dans ce topic-là. En lien avec ça, à propos, l'une de mes hypothèses personnellement, c'est que la magnétique qui est dans notre corps a potentiellement une utilité pour les magnétiseurs. Donc si quelqu'un s'intéresse à ce sujet-là et souhaiterait creuser dans ce sens-là, n'hésitez pas à le prendre. En tout cas, voilà, je suis juste curieux de savoir, moi de mon côté, à quoi sert la magnétique dans un corps, sans trop savoir à quoi ça sert. Pour terminer avec les sens, je vais notamment en parler d'un qui est encore aujourd'hui dans le flou, mais qui me paraît vraiment important, c'est notamment le synesthésique, donc le fait d'avoir des ressentis intérieurs. Il y a réellement un débat, parce que certains le considèrent comme étant jointe au toucher, donc jointe au kinesthésique. Pour d'autres, en tout cas moi c'est mon cas, je le considère vraiment comme étant détaché, ça mériterait d'être un sens complet à sa part, simplement parce qu'il y a en réalité beaucoup de choses derrière ressenti intérieur. Il y a toute la notion des émotions, des sentiments, on a la notion de dialogue intérieur, on a la notion d'instinct qui est présente, et que si avec ça on mélange déjà tout ce qui est les ressentis extérieurs, donc avec la peau, le toucher, etc., eh bien ça fait déjà beaucoup de choses qui sont ensemble. En tout cas dans un cas d'étude et dans un cas de recherche, ça me paraît intéressant de peut-être dissocier les deux pour avoir moins d'informations, pour trouver plus de choses. Je vais contredire mon point de vue avec notamment les arguments qui sont contre ça et le fait de le regrouper dans le côté kinesthésique, notamment parce que certains considèrent que l'on peut réceptionner cette information-là par le biais de canal indirect. Exemple concret, j'ai peur lorsque je vois des voitures rouler vite. C'est bien ma vue qui m'a permis de voir la voiture rouler vite et qui me déclenche du coup l'émotion de la peur. Mais les débats restent encore vraiment bien ouverts parce que concrètement de ce côté-là, il y a encore plein de choses à creuser, quoi. Là, je suis désolé, mais la notion de l'instinct, la notion de j'ai un mauvais pressentiment, ces choses-là, on n'a pas avancé de ce côté-là et ça mériterait d'être creusé. Pour résumer tout ça, en bref, il y a 7 sens qui ont bien été démontrés d'un point de vue de la science. Sur le reste, par contre, les bordures sont pas forcément très très bien définies et même est-ce qu'il y a des questions de sens complémentaires que l'on peut rajouter. Je vous laisse là-dessus construire votre croyance, votre propre opinion, le but du jeu étant que vous puissiez en fait comprendre et vivre avec ça. Sur ces sens bruts, pour l'instant j'ai juste parlé de ces sens, mais en réalité l'information qui passe par ces sens, elle va bien être interprétée et il y a une notion de perception qui vient sur l'information qui est en face. Et en fonction du contexte et de ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez très bien avoir vos sens qui se changent eux-mêmes en fonction de la situation. Pour vous citer quelques exemples concrets, il y a bon nombre de personnes qui ferment les yeux pour mieux entendre ou bien encore juste mieux se concentrer pour essayer de réfléchir, avoir une information, etc. Ici, le fait de se priver de la vue permet du coup de mieux se concentrer sur les autres sens, en tout cas pour certains, et ainsi d'obtenir soit des meilleures informations, soit en faire une meilleure interprétation en fonction de sa concentration. Cette notion d'adaptation, de perception et d'interprétation, concrètement, c'est mon hypothèse la plus forte, donc mettez-y des pincettes de votre côté, pour essayer de donner une explication face à un clairsens, donc c'est-à-dire la clairvoyance, la clairaudience, mais aussi le
clair-odorat où la clair-gravité du coup existerait aussi. Je me pose cette hypothèse-là parce que je cherche à creuser en face. Dans la réalité, la plupart des personnes qui vont avoir des clairsens ne vont même pas se poser cette question de comment ça fonctionne. Ça va plutôt être des questions telles que mais comment je vais vivre avec ce clairsens, ou encore comment je peux m'adapter pour faire en sorte de tirer des informations intéressantes, mais que quand c'est juste du parasite, ne pas en prêter attention. Car concrètement, c'est plus important de savoir d'abord comment vivre dans la société actuelle, avec un certain environnement, avec certains amis, avec certaines personnes, par rapport à ce sujet de clairsens, qui peut être un peu particulier, surtout lorsqu'on le découvre en première fois, surtout suite à un événement X. Et ça peut arriver potentiellement dans un second temps de se dire, mais concrètement, comment ce sens est arrivé, comment ce sens fonctionne surtout. Par la suite, je vais notamment considérer un peu ce clairsens comme étant un sens complémentaire. C'est juste par simplification d'explication sur la suite de ma vidéo. Pour revenir sur les sens de manière globale et générale, un sens, ça passe par un canal sensoriel, il y a un capteur qui est en face, et comme tout capteur, il y a des très bons capteurs et il y a des capteurs qui sont pourris. Il y a des personnes en face de cette vidéo qui vont avoir une très bonne audition et qui vont très bien comprendre ce que je suis en train de dire, et puis pour d'autres, c'est un peu plus compliqué et ils ont besoin d'activer les sous-titres pour pouvoir lire ce que je suis en train de dire. Si votre capteur est très bon, l'avantage c'est que vous avez des informations complémentaires que d'autres ne peuvent pas avoir. Pour citer rapidement quelques exemples, l'oreille absolue pour la musique, vous savez automatiquement quelle note est sonnée, alors que d'autres personnes, dans la majorité du temps, vont pas reconnaître quelle est la note qui est jouée. C'est le cas aussi pour le goût, avec les œnologues, donc les goûteurs de vin, qui sont capables de déterminer le millésime, comment est le vin, etc. Là où moi de mon côté, je goûte un vin, oui, c'est alcoolisé, tout ce que je peux dire. Mon goût est très faible de mon côté. Ou autre exemple encore, l'odorat parfait pour ceux qui sont dans le parfum, pour pouvoir ressentir les côtés sucrés, etc. et qui permet aussi du coup d'avoir des informations complémentaires face à d'autres. Moi de mon côté, l'odorat, je suis pourri aussi. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que lorsque vous avez un phénomène paranormal qui se passe en face de vous, en fonction du canal sensoriel sur lequel ça se passe, vous allez naturellement récupérer plus d'informations que d'autres, ou au contraire, moins d'informations que d'autres. Si vous avez par exemple une très bonne vue, mais que votre audition est pourrie, le plus important pour vous, c'est d'avoir un environnement complètement noir, et c'est pas très grave s'il y a quelques bruits parasites, etc., si vous négligez la notion de l'audition. À l'inverse, si vous avez une audition qui est très forte, mais une vue qui est complètement pourrie, votre importance, c'est le fait d'avoir le silence absolu. Et le fait qu'il y a un peu de lumière par rapport au noir ou tout ça, c'est pas très grave en soi, parce que, vous allez, dans tous les cas, recevoir moins d'informations, avoir plus de doutes, si jamais vous avez un phénomène lumineux qui se passe en face de vous. Il est donc super important d'adapter son environnement dans le milieu du paranormal et lorsque vous faites des tests et des expériences. Et notamment, je vais vous donner 2 conseils pour ceux qui commencent, entre guillemets. Le premier, de se contenter peut-être que sur un seul sens, donc par exemple de se contenter que de la vue, et ok, on va essayer de faire un environnement où on a le plus de noir possible. Et mon deuxième conseil, c'est que si vous voulez faire quelque chose où vous avez l'environnement le plus neutre possible pour plusieurs personnes et avoir les meilleures conditions, je vous recommande personnellement de faire ça de nuit. Et à propos, j'ouvre une parenthèse, je fais ça de nuit, c'est pas parce qu'il y a plus d'esprit la nuit ou qu'il y a plus d'énergie la nuit, etc. Non, c'est parce que l'environnement est le plus calme possible pour réussir à déterminer et à capter un phénomène en face de soi le plus facilement possible. Concrètement, est-ce que vous pensez que les bruits de cloches ou les petits de toc-toc que l'on peut entendre chez les murs, vous les entendrez aussi si vous vous mettez en pleine journée avec des voitures qui passent à côté et des gens qui discutent à côté. Même s'il peut y avoir 2-3 raisons qui fait que je les fais en journée, par exemple une personne qui n'est pas à l'aise d'être dans le noir ou encore quelque chose à traiter sur le coup. Et c'est indirectement pour ça que dans toutes les vidéos de divertissement que vous pouvez trouver sur YouTube, les gens y vont la nuit. Je suis pas sûr qu'ils savent vraiment de la raison de pourquoi eux ils y vont la nuit, mais c'est pour ça que ça s'est un peu démocratisé et que socialement parlant, lorsque ça parle de paranormal, les gens s'imaginent que ça se passe dans la nuit. Je vais ouvrir une deuxième parenthèse qui est le fait de filmer en infrarouge. En réalité, on ne voit pas plus de choses en filmant en infrarouge sur la vidéo. Par contre, le fait de filmer en infrarouge permet d'éteindre les lumières extérieures, etc., ou d'éteindre notre lampe pour être complètement dans le noir et ainsi, par notre vue, pouvoir voir mieux le phénomène lumineux qui se passera devant nous si jamais quelque chose se produit. Tout ceci est valide uniquement si la personne qui tient la caméra n'est pas fixée sur son retour caméra. Auquel cas,
désolé, mais vous en fait en train de regarder ce que l'objectif voit. Donc en fait, vous êtes en train de vous priver de la vue pour prioriser la vue de l'objectif. Mais concrètement, l'objectif est éclairé, donc vous avez du coup une perte de perception. Donc si vous filmez en infrarouge, concrètement, soit vous le posez quelque part, soit moi personnellement ce que je vous conseille, c'est que vous le tenez certes, mais votre retour caméra déjà vous le cachez pour question que ça fasse pas de lumière, et vous regardez en face de vous. Ceci est notamment un clin d'œil pour tous ceux qui potentiellement iront au château de Vos et iront notamment dans le chemin de ronde pour essayer de voir le phénomène dit de Lucie. Concrètement, si vous avez une source lumineuse qui est présente dans ce chemin de ronde, c'est très probable que vous n'arrivez pas à voir ce phénomène. Maintenant, vous savez tout ça, et bien concrètement, vous vous rendez compte à quel point c'est important dans le paranormal de connaître ses propres sens, du coup de savoir si notre vue est bonne ou pas, de savoir si notre audition est bonne ou pas, mais surtout, d'un point de vue interprétation et de perception, quelles sont les informations sur lesquelles on va ricocher en premier dessus. Pour mieux connaître vos sens, eh bien, je vais vous proposer une petite expérience que vous pouvez faire par vous-même et qui est assez simple à faire en plus. Au niveau du matériel, il n'y a besoin que deux choses, un bout de papier, un stylo. Sur le bout de papier, vous notez notamment les 5 sens d'Aristote, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Vous pouvez négliger un peu les autres sens parce que souvent c'est pas des sens sur lesquels on capte grand chose. Ou bien si vous voulez, vous pouvez vous représenter un 6e avec votre clair-sens, si vous avez un clair-sens ou énergétisme ou magnétisme, etc. Une fois le bout de papier prêt et le stylo dans votre poche, eh bien vous allez notamment faire votre vie. Et à chaque fois que vous allez voir un nouvel environnement, que ce soit une nouvelle rue, une nouvelle place, une nouvelle pièce, etc. Eh bien, vous allez simplement vous poser la question, qu'est-ce que je perçois en premier? En fonction de la réponse à cette question, eh bien, vous allez mettre une petite barre en face du sens qui lui est associé. Cela va vous aider notamment par le biais des verbes ou des adjectifs que vous allez pouvoir donner dans votre réponse. Un exemple concret, vous rentrez dans votre chambre, à la question « Qu'est-ce que je perçois en premier ?» Vous répondez « Waouh, la fenêtre est transparente, elle est vraiment propre ». Le fait que dans votre réponse vous avez dit le mot « voir », le verbe « voir », en plus vous avez parlé de transparent, donc la notion de la couleur, indirectement ça va vous permettre de mettre une barre au niveau de la vue. Et au fur et à mesure de la journée, du coup, vous allez cumuler vos barres. Et à la fin de la journée, eh bien vous allez vous rendre compte de quels sont vos sens les plus forts, ceux qui auront le plus de barres, et puis vos sens les plus faibles, ceux qui auront le moins de barres. Alors personnellement, je recommande cette expérience sur une journée, comme ça vous êtes sûr d'avoir plein de barres, de bien connaître votre sens fort, vos sens faibles, etc. Après, pour certains, si vous êtes un peu court dans le temps, tout ça, etc., ou que ça vous paraît un petit peu barbant de le faire, essayez potentiellement de peut-être le faire que 1 heure ou 2 en vous promenant, ne serait-ce que dans un parc, dans la ville. Logiquement, vous devrez quand même avoir une petite idée vague quand même de vos sens forts et vos sens faibles. Voilà au sujet des sens. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a bien éclairé sur vos propres sens et que ça va vous servir pour la suite. En plus de ce petit test qui va vous permettre d'apporter des informations, vous pouvez aussi indirectement développer votre croyance, c'est-à-dire pour vous, quels sont les sens qui existent, quelles sont leurs bordures, etc. Vous pouvez faire des débats de ce côté-là. Globalement, n'oubliez pas qu'en croyance, aucune réponse n'est mauvaise, c'est une règle d'or, et que par conséquent, ça peut être intéressant éventuellement de l'informer, de vous-même vous partager un peu vos croyances à ce sujet-là. Non pas pour débattre si c'est vrai ou si c'est faux, mais surtout pour peut-être lancer des hypothèses et aider indirectement à ce que ces sens soient creusés du coup au niveau des recherches en proposant des idées potentiellement intéressantes. Voilà par rapport à tout ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et surtout, gardez l'œil ouvert.